Ambulance demandée au 170 boulevard Soindra Nord-Est pour une personne de 22 ans. Traumatisme crânien majeur, perte de sang, inconsciente. Une jeune femme est décédée après que la police a déclaré que son collègue s'est approché de son poste de travail et l'a frappée à plusieurs reprises avec une masse. Elle est décédée sur le sol de l'usine et les adjoints ont aussitôt placé le suspect en garde à vue. Et la raison qu'il aurait apparemment donnée à la police pour avoir frappé la jeune femme de 20 ans encore et encore avec une arme aussi terrifiante est glaçante. De plus, dans un rebondissement stupéfiant, un homme affirmant être un membre de la famille du suspect s'est exprimé en direct sur Facebook pour parler de ce qui s'est passé. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. La communauté de Cokato, Minnesota et ses environs ont été choqués la semaine dernière par l'annonce d'une attaque sur un lieu de travail dans une usine de fabrication. Tôt le 11 novembre, peu après 6 heures, les premiers intervenants ont été envoyés chez Advanced Process Technologies. Cela se déroule à Cokato, petite ville à l'est de Minneapolis. Amber Check, âgée de 20 ans, avait été frappée à la tête avec une masse et avait désespérément besoin d'aide. Traumatisme crânien grave, perte de sang, coup à la tête sans témoin possible, inconsciente mais respiration présente. Alors que les équipes d'urgence se précipitaient sur les lieux, les répartiteurs se préparaient à se rendre à l'usine. Mais ils ont vite compris que leur présence ne serait finalement pas nécessaire. Service d'incendie de Cokato, Lifelink est en route. S'ils sont nécessaires, ils arriveront dans environ 25 minutes. Si vous pouvez trouver une zone d'atterrissage possible pour eux, FSTAC 1 sera le canal. Cokato incendio. Sur les lieux à 6h15. Vas-y. Tu peux annuler ça. Reçu, c'est noté. 6h15. Tu peux annuler. Service d'incendie de Cokato, reçu. Vas-y, Cokato. Vous pouvez nous signaler comme quittant les lieux. C'est bon, c'est 121. Selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Wright, vers 6 heures du matin, mardi 11 novembre, le bureau du shérif a répondu à un appel du 911 d'Advanced Process Technologies à Cokato concernant une femme retrouvée à son poste avec un grave traumatisme crânien. Les adjoints et l'ambulance de Cokato ont tenté de la réanimer, mais elle a été déclarée décédée sur place. L'enquête initiale a révélé que la femme est décédée suite à une agression par un collègue masculin avec un objet contondant. Le collègue masculin adulte, identifié comme David Bruce DeLong, a été placé en garde à vue sur les lieux sans incident par les adjoints. Je veux donc examiner ce que la plainte pénale affirme s'être passé ce jour-là, ainsi que ce que le suspect aurait également déclaré à la police après son arrestation au sujet de cette série d'actes prétendument odieux. Je souhaite accueillir l'avocate et ex-procureure Bridget Williams. Merci beaucoup Bridget d'avoir pris le temps. Nous couvrons des crimes violents, horribles tout le temps. Il y a quelque chose dans celui-ci. Si les allégations sont vraies, prendre une masse comme arme, avez-vous déjà vu cela? Ce n'est ni un couteau, ni une arme à feu, mais un instrument très spécifique. Et d'ailleurs, le poids de cet objet, ce n'est pas quelque chose que tout le monde pourrait utiliser. Donc parlons-en et abordons la notion de preuve. Si c'était une enquête pour savoir qui l'a fait, ça limite un peu le champ des personnes qui seraient capables d'utiliser un objet comme ça, non? C'est un excellent point. En plus de ce que tu viens de dire, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Tu sais, une fois tous les quelques années, boum, boum, on entend parler d'une affaire de ce genre. Donc, quelque chose comme ça a déjà tous les éléments d'un meurtre intentionnel. Nous avons la préméditation. Il a fait cela intentionnellement. Il l'a prémédité. Il est allé chercher ce gros marteau, une masse, et il a frappé cette femme à la tête avec. Donc, cela réunit tous les éléments d'un meurtre prémédité. Entrons dans les détails, à commencer par la victime, Amber Check, 20 ans. Elle s'était intéressée à la soudure alors qu'elle était au lycée.
C'est ce que son père a raconté à Care 11. Elle a étudié au Collège technique et communautaire d'Alexandrie et a obtenu son diplôme en technologie de soudage au printemps 2024 après 10 mois de formation. Après avoir appris son décès, l'American Type Culture Collection a publié un communiqué disant en partie « Elle incarnait les qualités que nous voulons transmettre à nos étudiants. Travail acharné, détermination et professionnalisme. » Donc évidemment, vous parlez d'une perte immense. Mais maintenant, je voudrais aborder la question du droit. L'avocat du comté, Brian Lutz, a partagé la plainte pénale déposée auprès du tribunal dans un communiqué de presse. Et celle-ci expose ce que les images de vidéosurveillance à l'intérieur de l'usine auraient montré et la violence qu'aurait commise DeLong. Citation: la vidéosurveillance montre le prévenu quittant son poste de travail et se dirigeant vers le poste de travail de la victime. Le prévenu porte des gants au moment des faits. On observe le prévenu saisir une masse sur le poste de travail de la victime. La vidéo montre le prévenu brandissant la masse en direction de la victime qui est hors du champ de la caméra. Le premier coup de masse du prévenu est un mouvement horizontal, ce qui correspond à une victime debout. Et Lutz a déclaré au magazine People, je cite, « Ils se croisent en fait. Mais il ne semble même pas qu'ils se parlent ou interagissent du tout. Le premier coup est horizontal, ce qui me fait penser qu'elle était alors debout. Ensuite, il assène 4 nouveaux coups très agressifs, violents et puissants. La plainte indique ensuite que DeLong est passé devant un autre collègue masculin et a dit quelque chose comme, je cite, « Je l'ai frappée avec ton marteau, elle est près de ta boîte à outils, elle est partie. » Bridget, ce n'est pas tous les jours que je peux dire que nous avons un crime présumé, une attaque violente, un meurtre potentiel ici capturé par des caméras de surveillance. Je ne sais pas comment un avocat de la défense tenterait d'exclure cette vidéo. Si la vidéo est présentée et qu'ils disent « Eh bien, on ne voit pas vraiment, on ne voit pas la victime, elle est cachée. On ne voit pas, mais si vous avez ça sur la bande, que faites-vous? C'est la fin, non ?» Il y a tant de choses, Jessie. Je ne vois pas pourquoi cette vidéo ne serait pas acceptée. Elle serait admise à 100% comme preuve. Nous avons tellement d'éléments ici. Donc, encore une fois, tu as la vidéo, tu as sa déclaration à cet autre collègue. Tellement d'éléments désignent cet accusé que je doute qu'il faille en faire un procès. Donc, cela pourrait être quelque chose qu'un avocat de la défense essaierait de négocier avec l'État pour éviter à la famille de la victime de traverser un procès, de parler d'elle, de leur faire écouter et revivre tous les détails de l'affaire. Et aussi éviter que le jury ne décide de la peine. Il pourrait peut-être avoir un peu plus de contrôle sur ce que serait la sentence. Si c'est une affaire jugée, cette vidéo, très probablement, je dirais à 99%, sera admise comme preuve. À moins qu'il n'y ait une mauvaise interprétation de ce que montre la vidéo, ce dont nous n'avons aucune indication pour dire que c'est le cas. Mais vous savez, nous ignorons quelle était l'attitude de DeLong à ce moment-là. Mais si vous associez cette vidéo de surveillance, Bridget, avec aussi cette déclaration froide qu'il aurait faite à son collègue, c'est choquant. Et j'imagine que ce collègue va témoigner. 110%. Ce collègue était là, occupé à ses affaires, sans lui poser de questions. Il a fait une déclaration directement à son collègue, donc je ne pouvais pas imaginer que le collègue ne témoigne pas du tout non plus. Je veux dire, est-ce un oui-dire, ce que l'accusé lui aurait prétendument dit? Eh bien, je ne pense pas que ce serait forcément un oui-dire. C'est une déclaration faite par l'accusé. Il est là, il est au tribunal. Je ne pense donc pas que ce soit un oui-dire. Donc, quand on parle de ce que cela serait dans le cadre d'un procès, je veux dire, il fait une déclaration là-bas. Je ne crois pas que ce soit un oui-dire. D'ailleurs, dans son interview avec People, Lutz a dit qu'il semble que cet employé soit allé voir de quoi parler DeLong. C'est alors que l'employé a vu Check allongé au sol, la masse ensanglantée près d'elle. C'est à ce moment-là que le 911 a été appelé. Et la plainte pénale indique que DeLong a avoué après son arrestation. C'est la nouvelle allégation. Citation, « Le prévenu a admis ne pas aimer la victime. Le prévenu a déclaré qu'il prévoyait de tuer la victime depuis un certain temps. Et Lutz a dit aux gens, il a mentionné dans sa déclaration qu'elle lui avait lancé un mauvais regard et que cela l'avait contrarié. Il semblait que ce mauvais regard datait et qu'il ne l'aimait pas. Ce comportement est illogique. Maintenant, voici la partie intéressante. Je veux dire, même dans un exemple d'école de droit, on pourrait dire qu'on ne peut pas faire plus meurtre avec préméditation au premier degré que ça. Maintenant, voilà le truc. DeLong a d'abord été inculpé de meurtre au deuxième degré avec intention, sans préméditation.
Lutz a indiqué dans un communiqué qu'il allait examiner l'affaire pour une possible inculpation de meurtre avec préméditation au premier degré, nécessitant la convocation d'un grand jury. Bridget, cela m'a surpris. Pourquoi ne pas avoir porté l'accusation la plus grave tout de suite? Ça m'a également surprise que ce ne soit pas l'accusation directe dès le début. Parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est un exemple d'école de droit de meurtre avec préméditation. Ça réunit tous les éléments qu'on retrouverait dans une affaire criminelle classique, dans une école de droit pénal. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils n'avaient pas ça dès le début, à moins qu'ils essayaient juste de s'assurer d'avoir quelque chose au départ, puis qu'ils s'allont modifier au fur et à mesure. Mais c'est surprenant. Bridget, je dois dire, en écoutant cela, que si ces allégations sont vraies, à quel point cette attaque était insensible. Les déclarations qui auraient été faites par la suite sont la seule explication logique, enfin pas logique, mais c'est la seule piste qu'un avocat de la défense peut explorer si cette preuve doit être présentée, c'est de suggérer une sorte de défense basée sur la santé mentale. Mais je reste partagé car il semble y avoir une compréhension, si l'on considère tout cela vrai, il semble y avoir une compréhension de la part de DeLong concernant ce qu'il a fait ou aurait fait. Je pense même qu'une défense basée sur la santé mentale serait difficile ici parce que, encore une fois, quand on parle de préméditation, il prévoyait de faire cela depuis le début. Donc, cela nous montre tout de suite que ce n'est pas forcément un problème de santé mentale. Il jouait un jeu. Il avait l'intention de faire cela tout ce temps à cette jeune femme après avoir dit qu'il ne l'aimait pas. Nous avons donc une raison. Ce n'est pas forcément qu'il doit avoir une raison pour que cela corresponde aux éléments, mais il a tout planifié depuis le début. Donc, je ne pense même pas qu'une défense basée sur la santé mentale serait utile ici. Eh bien, je vais vous dire ceci. Ce à quoi je vais en venir est inattendu. Dans un rebondissement inattendu, un homme affirmant être un membre de la famille des accusés de DeLong, Robert DeLong, est allé en direct sur Facebook après ce meurtre présumé pour parler de ce qui s'est passé. Regardez. Ma famille a été bouleversée par une nouvelle. Nous avons été frappés par une nouvelle vraiment, vraiment dure. Bien que en fait, ce n'était pas vraiment surprenant. Aucun de nous n'était vraiment surpris, qui connaissait vraiment la personne. Nous n'étions pas du tout surpris. En fait, cette personne n'avait même pas été présente auprès de la famille ces 3 dernières années. Nous avons découvert qu'il avait tué quelqu'un avec préméditation. Il a tué quelqu'un. Si cela ne permet pas d'éclairer un peu le fait de choisir sa voie avec beaucoup de précaution, parce que avec ce que beaucoup de gens traversent, ils peuvent n'être qu'un choix de prendre cette direction. Je pensais que ça m'affecterait plus, mais comme je l'ai dit, ça ne nous a pas vraiment surpris. Ce que ce fils de Pete a fait, c'était vraiment dégueulasse. Mais c'est aussi révélateur à quel point il est complètement parti en vrille. Maintenant, Robert DeLong a également publié une déclaration sur sa page Facebook disant, je cite, « Le 11 novembre 2025, Amber Check a été brutalement assassiné au travail par David Bruce DeLong. Notre famille avait rompu tout contact avec lui il y a des années pour des raisons de sécurité. Malheureusement justifié. Nous avons le cœur brisé pour la famille d'Amber et nous nous concentrons à les soutenir dans leur deuil. Nous demandons le respect de notre vie privée pendant que nous rendons hommage à Amber. Aucun autre commentaire pour l'instant. Maintenant, Bridget encore, si un lien familial existe vraiment ici, c'est réel. Que pensez-vous de ces déclarations? Ce sont des propos assez forts. Et si j'étais procureur dans cette affaire, j'essaierais de faire venir ce membre de la famille pour témoigner au tribunal. En tant qu'avocate de la défense, je vais tenter d'empêcher l'admission de cette déclaration. Et toute déclaration faite par les membres de la famille concernant ce que nous appelons des actes répréhensibles antérieurs ou des comportements passés inappropriés ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, nous allons essayer d'empêcher que ces déclarations soient admises. Mais si le procureur fait bien son travail, il est fort probable qu'il va le contacter pour essayer de le faire témoigner lors du procès, si l'affaire va jusque-là, afin de parler de la raison pour laquelle ils ont coupé les liens avec lui au départ. Que veut-il dire en affirmant qu'il n'était pas une personne sûre? Pourquoi ont-ils cessé de lui parler et permis à un jury de découvrir ce qui se passait et qu'il a toujours été peut-être une personne déséquilibrée?
Et donc, c'est quelque chose que, en tant que procureur, j'essaierai de soumettre comme preuve. Juridiquement, c'est intéressant car soyons clairs. Il n'y a rien dans cette déclaration ou dans une série de déclarations qui indiquent qu'ils avaient été avertis qu'il allait faire quelque chose à Amber Check. D'accord? Soyons clairs. Oui. Bien sûr que non. Mais s'il y a une inquiétude de la part de la famille ou des amis qu'une personne soit dangereuse, s'il y a une inquiétude qu'elle puisse faire quelque chose comme ça. Et je ne dis pas qu'ils avaient la moindre idée qu'il allait commettre un meurtre, hein, soyons clairs là-dessus. Mais s'il y avait quelque chose qui les alertait, il y a peu de choses qu'ils peuvent réellement faire, n'est-ce pas? On ne peut pas appeler la police pour demander de surveiller un membre de la famille dangereux en continu. Ils ont besoin de quelque chose de concret, ils ont besoin de quelque chose de précis pour alerter la police. Il n'y a tout simplement pas de ressources pour surveiller quelqu'un comme ça, hein, n'est-ce pas? Et puis, comment peut-on prédire ce que quelqu'un va faire? On ne peut pas prédire ce que quelqu'un va faire. Et honnêtement, ce n'est pas leur travail de le surveiller 24 heures sur 24. Ce qu'ils ont fait en tant que famille, et ce que, selon ce membre de la famille qui l'a publié sur Facebook, c'est qu'ils ont complètement coupé les liens avec lui. Et nous ne savons pas quelles conversations ils ont pu avoir avant cela. Peut-être qu'ils lui ont recommandé un certain type de traitement pour la santé mentale ou quoi que ce soit d'autre dont ils ont pu discuter avec lui. Nous n'avons aucune idée de quoi il s'agit. Tout ce sur quoi nous pouvons nous baser, c'est ce que le membre de la famille a réellement dit sur sa page Facebook. Et encore une fois, ce seraient ces déclarations dont il a parlé. Ce serait quelque chose que l'accusation essaierait d'utiliser pour évoquer des actes répréhensibles antérieurs. Oui, et c'est vraiment, et en plus d'être une affaire troublante, c'est tragique. Et on pense à la perte ici. Une cagnotte GoFundMe a été lancée pour aider la famille d'Amber à payer les funérailles, une nouvelle réalité pour eux. Lundi matin, plus de 50 000 $ avaient été récoltés, hein, ce qui est incroyable. La cagnotte GoFundMe disait ceci sur Amber. Nous sommes dévastés de partager la perte de notre chère Amber Check. Elle nous a quittés bien trop tôt, à 20 ans, victime d'un acte de violence au travail. Amber, soudeuse appliquée, était fière de son métier et rêvait d'un avenir radieux grâce à son travail. Son esprit, sa positivité et son sourire touchaient tous ceux qui la connaissaient. Maintenant, Bridget, comment les familles traversent-elles une épreuve comme celle-ci? Mon prochain réflexe serait d'intenter immédiatement une action civile contre l'entreprise. Ainsi, la famille pourrait engager ce que l'on appelle une action pour décès injustifié contre l'entreprise. Donc, ils ont une affaire pénale contre l'individu et ils pourraient également engager une action civile contre l'entreprise pour différents motifs, différents chefs d'accusation. Et cela pourrait être pour embauche négligente. Ont-ils effectué une vérification approfondie des antécédents de cette personne pour déterminer s'il était suffisamment compétent pour occuper ce poste en particulier? Ont-ils suivi tous les protocoles de sécurité qui auraient dû être mis en place afin de s'assurer que c'est un espace sûr pour tout le monde? Il existe une multitude de recours qu'une avocate en contentieux civil pourrait engager pour cette famille. Oui, écoutez, la violence au travail est une réalité. Et celle-ci se distingue pour toutes les mauvaises raisons. DeLong est incarcéré à la prison du comté de Wright avec une caution de 5 millions de dollars, ou 2 millions sous condition, selon KNSI. Cela impliquerait la remise de son passeport, de ses armes à feu et l'interdiction de contacter la famille tchèque. Jusqu'à présent, il reste derrière les barreaux. Il repassera au tribunal le 24 novembre. Nous verrons si l'accusation devient meurtre au premier degré. Attendons de voir. Bridget Williams, merci pour votre temps. Ravi de vous avoir vu. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, je vous parlerai la prochaine fois.